Alors, je suis Yolande Vingiano-Viricel. Pardon de ne pas m'être présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis docteur en droit spécialisée en responsabilité civile et assurance. Aujourd'hui, je suis responsable des activités de recherche juridique au sein de Vénécom et je co-dirige le CESU, aspect juridique des véhicules autonomes, au sein d'Aix-Marseille Université. Le premier webinaire que j'anime aujourd'hui, consacré à la LKS, est de pure opportunité, puisqu'il s'agit de faire la présentation de cette réglementation adoptée le 23 juin 2020, qui est entrée en vigueur sur le plan international le 22 janvier dernier, et qui permet aujourd'hui aux États signataires d'envisager l'homologation et le déploiement de véhicules équipés de ces systèmes d'ALKS, l'acronyme étant pour Automated Lane Keeping System, autrement dit les systèmes automatisés de maintien dans la voie. D'un point de vue technique, la LKS contrôle le déplacement latéral et longitudinal du véhicule pendant des périodes prolongées, sans intervention du conducteur. Bien que la fonction limite l'utilisation à une vitesse maximale de fonctionnement à 60 km/h et aux véhicules de la catégorie M1, les impacts juridiques sont déjà nombreux. Se pose par exemple la question de l'accès aux données enregistrées telles qu'imposées par le règlement. Aujourd'hui, nous n'évoquerons bien évidemment pas l'ensemble des questions posées par le déploiement du système de la LKS. Nous proposons de nous interroger premièrement sur la qualification juridique du système avant d'évoquer quelques impacts du déploiement de la LKS, notamment sur les régimes de responsabilité français. Tout d'abord, sur la qualification juridique du système, il me paraît important de proposer un petit rappel de la classification technique internationale d'automatisation du véhicule, avant de nous interroger sur finalement la qualification de la fonction. Est-ce une fonction d'aide à la conduite ou est-on déjà face au premier système de conduite délégué au système ? La question de la délégation de conduite a fait l'objet d'une classification internationale par la Société américaine des ingénieurs automobiles qui répertorie 6 niveaux de délégation allant de la conduite traditionnelle, le niveau 0 de la norme SAE, à la conduite totalement déléguée au système, en tout lieu et en toutes circonstances, le niveau 5 de la norme SAE. La conduite peut être partiellement transférée au système dès lors que le système exerce une partie de la dite tâche de conduite, et c'est par exemple le cas lorsque vous activez le régulateur de vitesse. On a un premier exemple de délégation de conduite puisque le contrôle longitudinal du véhicule est exercé par le système. Mais dans cette hypothèse, nous sommes face à une assistance à la conduite. Les niveaux de la délégation de conduite établis par la norme SAE distinguent d'un point de vue technique les situations où le conducteur doit rester attentif et reprendre la main sur le véhicule dans certaines circonstances, c'est-à-dire avoir le contrôle latéral et longitudinal du véhicule jusqu'en niveau 2 de la norme SAE, des situations où il est admis techniquement que le conducteur est totalement déchargé de la tâche de conduite, le système devant seul effectuer toutes les manœuvres pour faire face aux événements de circulation. Ce sont les niveaux 4 et 5 de la norme SAE. En débat aujourd'hui, le niveau 3 de la dite norme qui permet techniquement au conducteur de s'affranchir du contrôle de l'environnement de conduite exercé par le système tout en exigeant du conducteur qu'il reprenne la conduite manuelle du véhicule en cas de défaillance ou à la demande du système, sans pour autant d'ailleurs qu'il ne soit exigé une constante supervision du dit système. En d'autres termes, en niveau 3 SRE, la technique n'imposerait pas au système qu'il sache gérer seul une situation d'urgence malgré son niveau d'automatisation, contrairement au niveau 4 et 5 SAE, puisque le niveau 3 requiert l'intervention d'un conducteur à minima sur requête du système. À l'heure de ces lignes, à l'heure de
de cette présentation, la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 impose un conducteur. Ce traité international multilatéral harmonise les règles de circulation routière des 84 États membres, à l'exception notable des États-Unis et de la Chine. Et cette convention s'applique en France, notamment en raison de la transposition de ces dispositions au sein du Code de la route. S'agissant de la notion de conducteur, celle-ci n'est pas expressément définie par les textes. Cependant, à la lecture de l'article 8 de la Convention de Vienne notamment, on comprend que le conducteur est une personne physique en capacité physique et psychique de contrôle du véhicule. La place du conducteur n'est pas précisée au sein de la Convention. Et si on applique ces quelques règles de la Convention de Vienne, force est de constater que la LKS est en tout point compatible avec la Convention, puisque le règlement exige un conducteur, qui plus est présent en position de conduite avec sa ceinture de sécurité attachée. De plus, le règlement exige que le système doive se conformer aux règles de circulation relatives à la tâche de conduite dynamique du pays où se trouve le véhicule, lorsque le système est activé. Et pour cela, il est demandé au constructeur de faire une déclaration au moment de l'homologation du système en édictant au besoin les réserves d'utilisation du système. Sur ce point, peut-être le règlement ALKS n'est pas assez précis. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas les éléments, la nature des éléments à fournir lors de cette demande d'homologation. Et on pourrait même craindre que les autorités délivrant le certificat d'homologation ne puissent pas être en mesure finalement d'apprécier la conformité juridique du système à l'ensemble des codes de la route nationaux, tout simplement par absence de connaissance de l'ensemble de ces codes de la route. Moi-même, j'avoue ne pas connaître l'intégralité de tous les codes de la route au plan international. Or, la notion de contrôle, introduite par la Convention de Vienne, est sujette à interprétation. Et elle a pu être transposée différemment dans les codes de la route nationaux. Ce qui pourrait tout à la fois faciliter finalement la démonstration de la preuve par les constructeurs lors de la demande d'homologation, en adoptant finalement une interprétation large de la Convention, mais peut-être créer une insécurité juridique pour l'utilisateur du système si, par hasard, il utilisait le système dans un État membre ne partageant pas l'approche déclarative faite par le constructeur. C'est une approche, une difficulté qui a été notamment mise en avant dans un rapport anglais, notamment par l'Association des assureurs britanniques ABI et le Centre de recherche sur la réparation en assurance automobile TACHAM, qui réclame d'ailleurs du gouvernement anglais des mesures législatives pour encadrer l'utilisation de la LKS. Alors, cet ALKS est-il une aide à la conduite ou un système de conduite déléguée? Le règlement définit la fonction comme un système applicable à basse vitesse qui est activé par le conducteur et qui maintient le véhicule dans sa voie à une vitesse de 60 km/h au plus en contrôlant le déplacement latéral et longitudinal du véhicule pendant des périodes prolongées sans que le conducteur ait à intervenir. À ce titre, l'ALKS est capable d'effectuer la tâche de conduite à la place du conducteur, c'est-à-dire gérer toutes les situations, y compris les dysfonctionnements, et ne doit pas mettre en danger la sécurité des occupants du véhicule ou de tout autre usager de la route. Sur le plan technique, la LKS ne se réfère pas au niveau de délégation de conduite édicté par la norme SAE. Et je dirais même que la LKS prescrit au conducteur de rester disponible, c'est-à-dire d'être en capacité de reprendre manuellement la conduite du véhicule lors de l'émission d'une demande de transition par le système et à l'issue de la phase de transition. Plusieurs scénarios sont prévus. Vous avez la question de l'événement planifié, comme la bretelle de sortie d'autoroute, qui peut justifier une reprise en main manuelle du véhicule, mais également un événement non planifié, dont la réalisation est certaine, par exemple des travaux sur la voie,
ou enfin la défaillance du système. Et toutes ces situations sont précisées dans le règlement avec la gestion du système en cas de réalisation de l'événement. La question que l'on peut alors se poser est de savoir comment on peut qualifier précisément et juridiquement cette fonction. On va prendre l'exemple des Anglais, puisque au Royaume-Uni, une loi de 2018 a introduit un nouveau régime de responsabilité civile imposant l'indemnisation des victimes par l'assureur du véhicule pour les accidents causés par les véhicules automatisés. La liste des véhicules automatisés est dressée par le secrétaire d'État qui apprécie lui-même ces véhicules et qui les intègre dans cette liste s'il considère qu'ils sont conçus ou adaptés pour être capables, dans au moins certaines circonstances ou situations, de conduire eux-mêmes en toute sécurité. Le véhicule est alors considéré comme étant automatisé s'il se conduit lui-même, c'est-à-dire s'il fonctionne dans un mode dans lequel il n'est pas contrôlé et n'a pas besoin d'être surveillé par un individu. Mais le texte anglais ne règle pas la question de la conduite assistée par le système, pour lequel un conducteur humain est toujours exigé. Ce qui laisserait à penser qu'en cas d'accident impliquant de tels systèmes, c'est-à-dire sous le contrôle d'un conducteur humain, les régimes de responsabilité traditionnels seraient toujours mis en œuvre. L'enjeu de la qualification juridique de l'ALKS est ainsi fondamental. Et les avis divergent. Restons sur cette problématique anglaise pour voir que d'un côté, les constructeurs automobiles, la Société des constructeurs et commerçants automobiles britanniques, et de l'autre, la vision d'ABI et de Tatcham. Les constructeurs automobiles anglais considèrent que l'ALKS, le règlement de l'ALKS, est en parfaite adéquation avec la loi anglaise, dans la mesure où le règlement de l'ALKS définit précisément des conditions d'utilisation et des situations pour lesquelles le système a l'obligation de gérer seul l'événement. C'est le cas par exemple des manœuvres à risque minimal devant être effectuées par le système si le conducteur ne répond pas à la demande de transition et dans des procédures qui sont très largement détaillées dans le cadre du règlement. Cette manœuvre est réglementée donc et elle s'approcherait ainsi des fonctions de niveau 4 définies par la norme SAE. Et selon les constructeurs automobiles anglais, correspondrait même à la définition donnée par la loi anglaise en 2018. Toutefois, ABI et Tatcham critiquent fermement cette approche et mettent en évidence que la LKS requiert toujours du conducteur humain qu'il reprenne la conduite manuelle du véhicule, qualifiant ainsi le système d'aide à la conduite sous la disponibilité du conducteur, ce qui pourrait peut-être le rapprocher plutôt d'un niveau 3 et ce qui exclurait ainsi ce type de véhicule de la catégorie des véhicules automatisés tels que définis par la loi anglaise de 2018. L'exemple que je prends ici, c'est simplement pour vous montrer que la qualification juridique de la fonction n'est pas chose simple et est encore plus complexe lorsque l'on cherche à qualifier une fonction de niveau 3, qui impose d'ailleurs d'apprécier la différence et le rôle du conducteur et du système. Les Allemands ont une approche différente. Ils ont fait le choix d'écarter peut-être purement et simplement ce niveau 3 dans la loi de 2017, puisqu'ils maintiennent la responsabilité du conducteur à l'activation même du niveau 3 SAE, d'une fonction de niveau 3 SAE. Il précise que la délégation de la tâche de conduite n'est autorisée que dans la limite des fonctions homologuées d'un véhicule et qu'il doit toujours y avoir un conducteur capable de reprendre le contrôle si le véhicule lui demande. On voit bien ici que finalement, on rentre parfaitement dans la définition technique du règlement LKS. Néanmoins, une nouvelle modification législative est attendue pour le printemps 2021. Et les Allemands annoncent même cette modification comme étant un modèle de régulation des véhicules de niveau 4 SAE. Qu'en est-il en France maintenant ? Bien, en France, pour l'heure, on n'a pas véritablement traité la question de la délégation de conduite
en tout cas sous l'angle des niveaux SAE, et en tout cas, nous n'avons pas de précision juridique sur le traitement des infractions dans le cadre du déploiement. Les accidents infractionnels commis lors des expérimentations sont réglés, ont été traités spécifiquement dans le cadre de la loi Pacte de 2019. La LOM introduit on va dire une hypothèse ou introduit un régime spécifique du déploiement à préciser dans le cadre des textes d'application de la loi. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous allez le voir, l'impact du déploiement de la LKS me semble être limité. Il me semble être limité sur l'indemnisation des victimes, en premier lieu. Et ensuite, on verra la question spécifique des règles de circulation avec la problématique portant sur les activités autres que la conduite. Sur la question de l'indemnisation des victimes, le rapport anglais a mis en exergue des difficultés, puisque en 2018, en ayant fait le choix de la qualification véhicule automatisé, ils ont, et en associant des règles probatoires différentes, ils ont exigé qu'on fasse cet exercice de savoir si on est face à un véhicule traditionnel ou à un véhicule automatisé tel qu'ils l'ont défini eux-mêmes. Et en France, finalement, on n'a pas besoin de faire cet exercice à ce stade de l'indemnisation de la victime. On n'a pas besoin de s'interroger sur la qualification de la fonction, puisque la loi Badinter du 5 juillet 1985 impose à la victime de prouver l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident de la circulation. La loi de 1985, lue à la lumière de l'assurance automobile obligatoire et à l'article L211-1 et suivant du Code des assurances, permet donc de couvrir tous les dommages engageant la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Et à la fois, la loi Badinter et le texte associé à l'assurance obligatoire, ces textes n'imposent pas la recherche d'un conducteur, ni même la recherche d'un responsable au sens d'une personne ayant commis une faute à l'origine du dommage. Les questions d'imputabilité de l'accident sont traitées dans un second temps, dans le cadre des recours récursoires et lorsque l'assureur cherche à obtenir le remboursement des sommes versées à la victime. C'est ici que le recours aux enregistreurs de données prévus par la LOM et aussi introduit dans une certaine mesure par le règlement LKS pourrait permettre de faciliter la démonstration de l'origine de l'accident. Encore faudrait-il avoir accès aux dites données. Vous l'avez compris, nous ne rentrerons pas dans le cadre de ces questions aujourd'hui. Il convient tout de même de s'interroger sur cette question et d'attendre les textes d'application de la LOM pour connaître le régime de responsabilité que l'on pourra mettre en œuvre, dans quelle mesure, et d'autre part, ces enregistreurs de données pourront-ils être utilisés pour permettre l'identification d'une infraction? Là encore, sous quelles conditions, dans quelle mesure? Une question maintenant se pose spécifiquement concernant les activités autres que la conduite. L'une des difficultés que présente le déploiement de la LKS concerne la question de l'autorisation des activités autres que la conduite durant la phase de délégation de la conduite au système. Le Code de la route sanctionne en effet le conducteur qui n'adopterait pas un comportement prudent et ne se tiendrait pas constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Et en son sens, l'article R 412-6 du Code de la route se rapproche évidemment de la Convention de Vienne qui est affichée ici. Or, le règlement ALKS organise le fonctionnement des écrans embarqués utilisés par le conducteur lorsque la fonction est activée. Cependant, les activités
autre que la conduite, exécutée au moyen des écrans embarqués et disponibles lors de l'activation de la LKS, doivent être automatiquement suspendus dans deux conditions, dans deux situations. Dès que le système émet une demande de transition ou dès que le système est désactivé si cet événement intervient plus tôt. L'utilisation de cette interface homme-machine n'est admise par ailleurs qu'à la condition qu'elle soit conforme aux règles de comportement du conducteur relatives à la manière d'utiliser ces systèmes. Et alors toute la question qui se pose est de savoir si ces systèmes peuvent être utilisés à la lumière de la Convention de Vienne et ensuite à la lumière des codes de la route nationaux. Du point de vue de la Convention de Vienne, là encore, on se pose la question de savoir si la LKS permet de répondre à cette condition qu'est avoir un conducteur en contrôle du véhicule. La notion de contrôle n'a jamais été véritablement définie par les textes. Et vous le voyez affiché, un récent amendement à la Convention de Vienne propose d'introduire un article 34 bis applicable aux véhicules utilisant un système de conduite automatisé, en définissant à la fois la conduite automatisée et le contrôle dynamique. L'amendement réserve ici le déploiement des systèmes à la conformité à la législation relative à la conception des véhicules et à l'homologation, mais également à sa conformité à la législation nationale sur les règles de fonctionnement. La LKS serait ainsi un système automatisé au sens de l'amendement à la Convention de Vienne qui n'est pas encore entré en vigueur, puisqu'il assure le contrôle et la conduite de l'ensemble des déplacements longitudinaux et latéraux du véhicule. C'est-à-dire que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'amendement de Vienne adopté en septembre 2020, les règles traditionnelles de circulation routière continueront de trouver application. Or, l'article 8, paragraphe 6 de la Convention de Vienne préalablement présentée dispose que le conducteur d'un véhicule doit éviter toute activité autre que la conduite. On se pose encore la question de savoir ce que cela signifie, et les Allemands se sont saisis peut-être de ce vide juridique pour traiter de la question au plan national. Je vous parlais de cette réglementation prévue au printemps 2021, qui a vocation, je cite, à éclairer les autres gouvernements nationaux en l'absence de réglementation internationale. Un autre point important ici est de dire que le Forum mondial pour la sécurité routière, le WP1, examine aussi cette question. Il prévoit de proposer au printemps 2021 aussi quelles activités autres que la conduite peuvent être effectuées en toute sécurité. Se posera alors la question de savoir si ce texte qui va être adopté va avoir une portée directe, autrement dit, quelle va être la valeur juridique du texte adopté. Est-ce qu'il s'agira de simples recommandations non imposables, opposables au droit en droit français, ou s'agira-t-il alors d'un nouvel amendement à la Convention ? Nous aurons l'occasion certainement d'en reparler lors d'un prochain webinaire. Vous le voyez, le printemps risque d'être assez chargé. En conclusion, la fonction de la LKS présente un avantage majeur. Elle constitue en effet, le règlement le dit lui-même, le premier pas vers une réglementation des systèmes de délégation de conduite. Mais cette fonction de la LKS met aussi en évidence des difficultés juridiques que peuvent créer le déploiement de systèmes hybrides qui introduisent à la fois le transfert de la tâche de conduite à un système, tout en maintenant celui-ci sous la disponibilité d'un être humain toujours incapable de pouvoir conduire manuellement son véhicule. Les évolutions sont en cours, comme vous avez pu le voir, à la fois avec l'amendement à la Convention de Vienne, les textes sur le comportement du conducteur, mais également en France, les textes d'application de la LOM, qui devraient nous apporter peut-être certaines réponses aux questions soulevées par cette fonction. Je vous remercie pour l'attention. Il me reste un petit peu de temps à consacrer pour vos questions. Et Aline, est-ce que tu peux m'indiquer si nous avons des questions ?
Oui, bonjour à tous. Yolande, on en a une première. Y a-t-il une relation entre ALKS et l'interdiction désormais faite aux motos de circuler entre les fils de voiture? De René Chastain. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. J'ai pas de. Peut-être, mais je ne le crois pas. Je crois que les décisions avaient été prises en amont. Il s'agissait ici d'une expérimentation. Je crois que d'autres modalités d'expérimentation sont prévues. Je n'ai pas le détail de ces expérimentations et des modalités qui vont être proposées. Merci Yolande. Deuxième question de Karim. Le code de la route impose à un conducteur de laisser passer un véhicule prioritaire venant par l'arrière. Quid de cette question pour un véhicule équipé d'un ALKS? C'est une très bonne question. Alors, sans trop avancer, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on laisse un conducteur dans la boucle, si j'ose dire, à partir du moment où on continue d'imposer au conducteur de reprendre la main sur le véhicule, et c'est la difficulté des systèmes hybrides, on pourrait peut-être s'attendre à ce que le conducteur continue de reprendre la main dans ces situations et qu'il puisse faire toutes les manœuvres qui s'imposent pour laisser passer le véhicule prioritaire. Là, je parle sous toute réserve. J'ai quand même le sentiment, et c'est un peu le sens de ma présentation, j'ai le sentiment que cette fonction ALKS, pour vous dire le fond de ma pensée, certes, c'est un premier pas vers la délégation de conduite. Ça va nous mettre véritablement face aux difficultés et face aux réponses qu'il va falloir apporter dans les plus brefs délais maintenant. Dans le doute, il va toujours falloir garder en tête que le conducteur sera responsable aujourd'hui. D'un point de vue civil, vous l'avez compris, ce n'est pas une question de responsabilité. On peut aujourd'hui engager la responsabilité même d'une personne qui n'a commis aucune faute sur le véhicule en stationnement régulier qui serait impliqué dans l'accident de la circulation, ne s'oppose pas à l'indemnisation de la victime si elle prouve donc l'implication de ce véhicule. Donc, ce n'est pas d'un point de vue civil où la question se pose, mais au niveau pénal, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas une modification, et on attend d'ailleurs les textes d'application de la LOM pour voir comment ça s'applique, bien on pourrait considérer que le conducteur qui ne maîtrise pas son véhicule, qui ne maîtrise pas son système, reste responsable. Je vois que on me demande. Il y a une autre question, effectivement. On me Je te laisse y demande, répondre. ouais, on me demande si c'est ne pas contredire la définition du niveau 3 qui nécessite que le système détecte tout événement qui ne s'est pas géré pour demander la reprise en main par le conducteur. Pour moi, la difficulté, et c'est pour ça d'ailleurs que les textes ne font pas ne se reposent pas sur cette norme technique. Je vous l'ai dit en introduction, la norme SAE, c'est une norme technique. Ce que je n'ai pas dit dans le cadre de cette présentation, c'est que la norme, elle avait déjà évolué entre 2016 et 2018 et la définition de ce niveau 3 a évolué. Je sais que, a priori, cette norme, et ça devrait à nouveau faire l'objet d'une évolution. C'est donc dire que finalement, faire reposer une réglementation sur des normes techniques qui vont évoluer, c'est peut-être un peu dangereux d'un point de vue sécurité juridique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme je vous le disais, les Anglais n'ont pas fait ce choix-là. En France non plus, jusqu'à présent, on n'a pas fait le choix de se reposer sur cette norme SAE. C'est très compliqué à trancher. C'est une question très compliquée à trancher. Et moi, simplement, juriste, j'ai envie de vous dire que ce qui m'importe, c'est de savoir finalement qui était en charge de la conduite à ce moment-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je dirais. Et sans savoir finalement, sans me reposer finalement sur cette définition
technique qui est utile, ça à n'en pas douter, mais qui ne peut pas être le seul critère aujourd'hui d'un point de vue juridique.